Bonjour à tous, une fois n'est pas coutume, c'est moi qui ai le plaisir de vous présenter cette émission et de passer au crible l'actualité de la semaine avec nos invités. Et aujourd'hui, c'est avec Salwa Boujour et Mathieu Ladevez que nous allons expertiser les grands et petits événements qui ont rythmé la vie bruxelloise ces derniers jours. Salwa Boujour, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes donc journaliste et alors vous êtes la cofondatrice de l'association Média qui prône l'inclusion, hein, c'est ça, et la diversité, si j'ai bien compris. Dans le monde médiatique, exactement. Voilà, on aura l'occasion peut-être d'en parler un peu plus loin dans cette émission. Mathieu Ladevez, bonjour. Bonjour. On ne vous présente plus, hein, vous êtes rédacteur en chef adjoint à la DHT Sport et responsable de la cellule bruxelloise. Alors, un des événements de la semaine, évidemment, c'est le CST. Une question d'abord, Salwa, vous allez sortir en boîte de nuit ce soir ? Peut-être pas ce soir parce que j'ai beaucoup de choses à faire demain matin, mais en tout cas, il me tarde de retrouver une ambiance festive pour rythmer les week-ends, quoi. Ouais, et vous, Mathieu ? Ce soir, non. Enfin, j'ai un peu passé l'âge d'aller en boîte de nuit, même si est-ce ça qu'il y a m'arrive un encore âge, d'y est-ce qu'il y a aller. un âge pour les boîtes de Mais nuit ? moi, je suis plutôt activité samedi matin, sportive avec les enfants, en indoor ou en outdoor. Donc, le CST me concerne aussi, en fait. Voilà, vous Clairement. l'aurez compris, hein, cette émission est enregistrée le vendredi après-midi et diffusée le samedi dans le début de l'après-midi. Alors, on va parler des boîtes de nuit, hein, donc, qui vont enfin ouvrir leurs portes. Et on pourra s'y retrouver sans masque et sans distance sociale, à condition de présenter son Covid Safe Ticket à l'entrée. Dans les bars dansants, certains ont décidé d'appliquer dès aujourd'hui cette nouvelle règle et d'autres préfèrent attendre qu'elle soit étendue à tout le secteur HoReCa. Voilà qui ne va pas simplifier les choses. La quiétude de la fin d'après-midi laisse peu imaginer les longues soirées endiablées qui se sont déroulées dans ce célèbre bar bruxellois. Les tables usées sont toujours là, mais aucun fêtard ne les a foulées depuis de longs mois. La lumière s'amorce au bout du tunnel. Dès vendredi, fini la limite d'une heure. On pourra ouvrir jusqu'aux petites heures. Ici, on compte bien danser sans distanciation, même si ce n'est pas encore permis. Le Covid Safe Ticket ne devrait entrer en vigueur que dans quelques semaines. Nous allons faire comme si c'était ça. On va quand même demander le Covid Safe Ticket. L'agent de sécurité qui se trouvera à la porte le réclamera. Et donc on fera la fête ici à l'intérieur sans distance ? Oui. Sans masque, sans rien. Pourquoi attendre 2 semaines de plus ? Parce qu'on a quand même la nécessité absolue de travailler. Autre bar dansant du cœur de Bruxelles, les habitués reconnaîtront les fameux balcons. C'est la même problématique, on s'arrache un peu les cheveux, on ne sait pas trop sur quel pied danser. C'est de ne plus avoir l'heure de fermeture à 1h du matin, de nous laisser fermer jusqu'au petit matin, mais alors il n'y a pas de Covid Safe pour les bars. Donc du coup, on ne sait pas, dans mon bar spécialement, on ne pourra pas avoir la distanciation des gens. Donc c'est un peu ridicule. Ici, le Covid Safe Ticket attendra donc un petit peu, comme il n'est pas obligatoire, mais on va profiter de ces 2 semaines pour tester le dispositif. On est un peu hésitant, puisque nous on est un bar, malgré qu'on ferme aux petites heures du matin, on ne sait pas exactement si on va le demander, on va attendre un tout petit peu comment ça tourne cette semaine, mais je pense que pour le futur on va le faire, donc éventuellement commencer ce week-end, histoire de voir comment ça marche, comment les gens gèrent ça, comment nous on va gérer internement ça. Bref, l'application concrète de ce CST s'annonce folklorique, coûteuse aussi pour certains gérants qui devront engager du personnel supplémentaire, mais tous considèrent que c'est un mal nécessaire pour reprendre enfin la vie d'avant Covid. Alors Mathieu Ladevez, première question, vous craignez la cacophonie, vous, ou pas ? Absolument pas. Quand je vois le gérant du Corbeau, je me dis que le gars, il a tout compris. En fait, il va le mettre en place directement pour qu'il puisse accueillir un maximum de clients. Enfin, il ne faut pas être dupe non plus. Les distanciations sociales, c'est pas bon pour son chiffre d'affaires. Donc, je vois que les gens s'accordent, les gens s'arrangent, les gens ont compris comment ça fonctionnait. Ça va peut-être coûter un peu plus cher, comme on le dit clairement dans le reportage, mais c'est un agent de sécurité. Et encore, il y a dans le centre-ville, parce que là, on est dans le centre-ville, il y a toujours des agents de sécurité. Donc moi, je pense que ça va bien se passer, honnêtement. J'ai du mal à comprendre que les gens ne s'en sortent pas. On l'a vu en France, on l'a mis en place déjà cet été. On en parlait tout à l'heure en coulisses, les Français sont les premiers à râler. Ça s'est quand même très très bien passé, ça a eu un impact positif sur la vaccination. Donc je pense que ça va très bien se passer. Oui, parce que l'impact positif sur la vaccination en région bruxelloise, on ne l'a pas encore vu. C'est vrai qu'on l'a vu très vite en France, pas encore à Bruxelles. Exact. Vous partagez l'optimisme de Mathieu, Salwa ? Mon optimisme sera un petit peu plus nuancé. On l'a vu quand même dans le reportage. Il y a quelques inquiétudes par rapport à des incohérences. C'est vrai que depuis le début de la pandémie, il y a des choses qui n'ont pas été extrêmement limpides. Je pense notamment au métier de contact. Dans un premier temps, on ne savait pas
qui exerçait un métier de contact, pourquoi est-ce que les kinés et les ostéos avaient le droit et pas les esthéticiennes et les masseuses et les masseurs, etc. Et puis ici, on voit cette nuance par rapport aux bars dansants, bars non dansants, et j'ai peur que ça puisse peut-être encourager certaines personnes à ne pas demander ce Covid Safe Ticket, et j'ai peur que justement l'incohérence et des questions restent sans réponse, quoi. Oui. Alors on va parler de la stratégie vaccinale, mais pourquoi, vous l'avez dit Mathieu, ça fonctionne en France? Tout de suite après l'annonce, il y a 1 million de personnes qui s'inscrivent, et ici à Bruxelles, on ne voit pas encore d'effet. Est-ce que vous avez une explication, vous, ou vous posez des questions là-dessus? On se pose des questions. Après, en France, on l'a vu, le président français Macron l'a annoncé à la télé à 1 heure de grande écoute, le soir même et le lendemain. Donc il y a un effet annonce-choc. À Bruxelles, c'est tout le contraire. On ne savait pas, on marchait sur un pied, on allait à droite, on allait à gauche. Il y a eu quand même pas mal d'hésitations en termes de communication. Il aurait fallu un moment que ce soit Rudy Vervoort ou Alain Marron, on dise à partir de telle date. Donc on a mal communiqué selon vous? Il y a eu un gros problème de communication, ça c'est certain. À la charge ou pas du gouvernement bruxellois, les uns disent que c'est de leur faute, d'autres disent que c'est aussi de la faute du Conseil d'État qui a voulu aller plus loin dans la réflexion du dossier, je peux le comprendre. Voilà, moi je pense qu'on est à 15 jours de l'échéance, on est 1er octobre, c'est 15 octobre, on a vraiment le temps de se mettre en place, de s'organiser. Tout ce que je dis, tout ce que j'entends, c'est pas mal d'excitation pour pas grand-chose. Le jeu de l'opposition, c'est bien, c'est l'opposition qui joue son rôle, elle le fait, c'est pas toujours à bon escient, je trouve, mais c'est comme ça. Donc voilà, les raisons qui font aussi que ça ne marche pas chez nous, c'est que le public est peut-être différent. Ça aussi, il faut le comprendre. Et la vraie question qui va se poser maintenant et qui se pose encore maintenant sur les secteurs concernés, c'est est-ce qu'on ne rate pas la cible? Voilà. Oui. Alors même question pour vous, réponse rapide. Est-ce qu'on va rater la cible selon vous? Moi, je pense qu'il y a des solutions qu'on peut encore mettre en place. Comme l'a dit Mathieu, on a encore quelques jours, quelques semaines avant que le Covid Safe Ticket rentre en vigueur. Et je pense qu'il y a une grosse partie de communication qu'il faut régler, sur laquelle il faut vraiment être intransigeant et efficace. Et il y a encore Comme quoi, par exemple? Sur quoi il faut communiquer? Sur les effets secondaires, par exemple. C'est quelque chose qu'on peut vraiment lire sur les réseaux sociaux, en dessous sur les commentaires des articles de presse. Voilà, je m'y retrouve. Et donc, on peut lire des personnes qui s'inquiètent réellement et qui ont de vraies interrogations. Et moi, je pense qu'on doit accueillir ces interrogations, les prendre en compte et y répondre. Je pense aux personnes qui ont des maladies chroniques. Est-ce que les vaccins sont compatibles? Les personnes qui ont des allergies, comment faire pour les prendre en charge? On parlera de stratégie vaccinale dans quelques instants, mais tout de suite, nous allons accueillir nos invités. Vous avez reconnu, ils sont sur notre plateau maintenant. Nous avons le plaisir d'accueillir Didier Gauzoin, bourgmestre d'Effy d'Oderghem. Bonjour Didier Gauzoin. Bonjour. Et Boris Diliès, bourgmestre MR d'Uccle. Bonjour Boris Diliès. Bonjour. Alors simple question, vous allez devoir faire appliquer le CST, donc le Covid Safe Ticket. Comment vous voyez les choses, Boris Diliès? Est-ce que la police est prête à aller contrôler si effectivement les gens ont bien leur CST? Écoutez, soyons clairs. Il ne faut pas s'imaginer en effet que d'un point de vue pratique, on va pouvoir demander à la police d'aller vérifier dans tous les établissements, RECA notamment, si le CST est bien demandé. Donc, on va en effet essayer de cadrer les choses parce qu'on doit faire respecter la loi. Donc, on a déjà eu toute une série de contacts avec les commerçants. Ça se passe plutôt bien, même si c'est extrêmement difficile pour eux, parce que je pense que c'est pas pour le client que c'est tellement difficile, c'est surtout pour le restaurateur. Et donc, à nouveau, on est là pour les informer, pour les aider à ce que ça se passe le mieux possible. L'objectif, c'est pas de leur envoyer la marée chaussée tout azimut. Oui, même question pour vous, Didier Gauzoin. Est-ce qu'on a les moyens, est-ce que les forces de police, vous êtes dans la même zone de police, Uccle et Oderghem, de faire des contrôles soutenus, on va dire? Objectivement, non. Objectivement, non. Et les services de police l'ont dit depuis le début. Ils ont leur tâche. On sait que, d'une manière générale, à Bruxelles, nos polices sont en sous-effectif. Dans notre zone, on est en demande de dizaines et de dizaines d'effectifs qu'on ne peut pas recruter. Donc, en tout cas, dans ma commune, on a pratiqué tout à fait autrement. J'ai rencontré tous les commerçants. On publie un même visuel fait par la commune, de manière très claire, dans tous les établissements Horeca, mais aussi les centres sportifs. Il y aura le même type d'indication.
je crois qu'il faut faire appel aussi à la responsabilisation. Chacun, on voit qu'on ne peut pas rentrer dans un établissement si on n'a pas le CST. Je veux dire, on est plutôt à faire confiance, et je crois que c'est mieux que de faire des actions répressives. Voilà. Ouais. Question, Salwa, un des deux bourgmestres. Mais écoutez, je vais peut-être enchaîner sur un sujet qu'on n'a pas encore abordé, mais je me demandais quelles sont les organisations que vous mettez en place concernant la fracture numérique, par exemple. Donc pour l'instant, le Covid Safety Kit, il est principalement sur les smartphones. Il y a des communes où il y a des populations plus vieilles que d'autres. Que prévoyez-vous pour les personnes âgées, par exemple, qui n'utilisent pas de smartphone et qui voudraient avoir accès à des restaurants, à des bars dansants ou encore à la culture ? Boris Diliès. Mais nous, on a fait depuis le début, justement, en sorte de lutter, autant que faire se peut, contre la fracture numérique. Et donc, que ce soit par rapport à la vaccination, où on a mis en place un call center pour effectivement qu'il y ait un contact téléphonique qui soit fait. On a aussi, si vous voulez, des liens, parce qu'il y a toute une série, notamment il y a une organisation par rapport aux repas à domicile qui sont apportés à une série de personnes âgées, où là on a pu faire des communications. On a utilisé beaucoup le papier, parce que le papier, dans ces cas-là, est assez fondamental, pour informer les personnes, justement, qui sont susceptibles d'être dans la fracture numérique. Avec les différents réseaux, je pense notamment aux associations de seniors, et contacter de manière ciblée par courrier les personnes qui sont susceptibles en effet d'avoir des soucis avec les nouvelles technologies, parce qu'il y en a en effet beaucoup, vous avez raison. Oui, Mathieu Ladevez, une question. Moi, je vais juste revenir au début. Ou une réflexion. En fait, je ne pense pas qu'on demande aux bourgmestres et aux policiers d'aller contrôler tous les établissements Horeca pour voir si chacun a son CST. Si je lis l'ordonnance, les bourgmestres sont chargés du contrôle de l'application. Donc on ne peut plus clair. Est-ce qu'on a déjà demandé à on une ne zone peut de plus police clair de contrôler dans l'ordonnance toutes les voitures pour voir si elles est en excès de vitesse ou pas. Donc ce sera des contrôles qui seront, à mon avis, menés ponctuellement. Il y aura des opérations de contrôle peut-être plus le week-end. Ça va se faire comme n'importe quel autre contrôle. Donc je pense que ça se passera normalement. Après, je ne sais pas si les gens qui vont voir entrer de la police dans leur établissement, ils vont trouver ça normal. Excusez-moi, mais ça va peut-être choquer certains. Oui, ça va arriver, mais ça ne sera pas tous les établissements, c'est ça que je veux dire. Donc ça ne va pas déborder la police, c'est ça que je veux expliquer, c'est que normalement ça va se passer correctement. Je vous vois perplexe, Didier Gauzouin. Oui, non, je voudrais répondre aussi à la question, parce que nous, une action tout à fait typique à Oderghem. Donc le problème des personnes âgées, c'est que ils n'ont pas d'imprimante, ils ne savent pas aller sur leur Mail Santé, qui est déjà avoir le petit boîtier, la carte d'identité. Donc à la commune d'Oderghem, les personnes âgées qui veulent doivent signer une attestation qui nous autorise à aller dans leur Mail Santé, puisque ce sont des données personnelles. Et alors, nous leur imprimons le document, le pass sanitaire avec lequel ils vont circuler, puisqu'ils n'ont pas de smartphone. Oui, mais à nouveau, on va avoir 19 communes, 19 manières différentes de lutter contre la fracture numérique. C'est un peu compliqué, ça, Didier Vous invitez des bourgmestres et la question s'adresse aux Bien bourgmestres. sûr, effectivement. C'était une réflexion de ma part. Je réponds concrètement comment Oderghem on fait. Alors, moi, je ne crois pas que sur Oderghem, je crois que tous les commerçants vont jouer le jeu et qu'il y aura des affiches. Et donc, sauf s'il y a des indications très précises que certains fraudent ou il y a des abus, alors il y aura un contrôle. Mais je pense donc qu'il n'y aura quasi pas de contrôle. Ouais. Est-ce que ça vous pose question déjà, Boris Diliès? Vous êtes dans une commune limitrophe de la périphérie, à Uccle. Il n'y a plus de masques pour l'instant dans l'Horeca à partir d'aujourd'hui, le 1er octobre, en Flandre. Est-ce que vous craignez cette concurrence avec la périphérie? On a entendu certains restaurateurs se plaindre amèrement de cette question. Alors oui, ça pose question, c'est évident, parce que, comme vous le dites, en effet, Uccle est vraiment frontalière avec, par exemple, Rode-Saint-Genèse, où les mesures sont différentes. Donc ça rend la situation compliqué. Pour autant, pour en avoir parlé avec beaucoup de restaurateurs, il y en a qui sont plus inquiets que d'autres, évidemment. Malgré tout, le principe de la concurrence sera, à mon avis, très marginal, parce que dans beaucoup de cas, je dis, vous avez un restaurant où vous aimez vous rendre, finalement, eh bien, vous allez y aller, même s'il faut présenter le CST. Donc là-dessus, je ne suis pas très inquiet, mais depuis le départ, on fait en sorte, vous savez, d'être pragmatique, et notamment sur l'aspect de la répression. C'était la même chose lorsque, en théorie, la règle faisait que vous deviez avoir votre masque partout à l'extérieur. Avec la police, depuis le départ, on a dit, un type qui va promener son chien et qui est seul en rue, on ne va pas aller lui coller une amende parce qu'il n'a pas son masque. Donc il faut être pragmatique, ça c'est évident. Oui, Mathieu? Je pense qu'en même temps, les restaurants, ce n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, on en a parlé, M. Gauzouin en a déjà parlé la semaine dernière, c'est plutôt les petits snacks, les petits
bistrots de quartier, des petits trucs où là, ça risque d'être beaucoup plus compliqué à gérer. Et les clubs sportifs. Ouais, alors justement, on en parlait juste avant, on en parlait juste avant le début de cette émission. Bon, pour les compétitions sportives, c'est un événement de masse, donc 50 à partir de 50 en intérieur et 200 en extérieur, il faudra donc ce Covid Safety Kit, y compris pour les joueurs et les participants. Qu'est-ce que ça risque d'entraîner selon vous, Didier Gozon ? Bon, d'abord, il faut reconnaître que dans des communes comme les nôtres, on a un très haut taux de vaccination. Donc c'est clair que les problèmes ne sont pas similaires à ce qu'on peut connaître dans d'autres communes. Voilà, c'est ainsi, c'est une différence. Mais pour les jeunes, c'est encore plus marqué. Je veux dire, par exemple, des taux de vaccination vers les 17 ans, on est à 20% à Molenbeek, et on est à 66% dans ma commune. Ça veut dire quoi ? Les jeunes, ils circulent, ils vont de commune à commune, et il y a le risque, effectivement, qu'on ne puisse pas organiser des manifestations, des rencontres sportives, que des jeunes ne puissent plus accéder dans des centres sportifs, puisque la loi leur interdit, s'ils n'ont pas, au-delà de 16 ans, le pass sanitaire. Donc ça veut dire qu'on va annuler toute une série de compétitions. Il va y avoir des problèmes. Comme à Bruxelles, on joue avec des équipes de Flandre, où il n'y a pas de CST, ils vont arriver, et puis on va leur imposer un CST. Donc là, il va y avoir des petits soucis que relaient d'ailleurs déjà les clubs sportifs sur la manière de pouvoir poursuivre leurs activités et d'organiser des rencontres. Or, l'essentiel du sport, c'est justement d'organiser ces rencontres. Oui, Monsieur Diliès. Oui, et puis moi, je voulais vous dire ce qui m'inquiète plus de manière globale, c'est qu'on parle beaucoup, effectivement, de l'ORECA. Je ne pense pas, en effet, que le problème est là, mais je crains surtout que la solution ne se trouve pas là. Je crois que le souci, c'est que les poches, elles sont connues depuis longtemps, que l'action, elle a mis du temps à se mettre en mouvement. Et par exemple, je crois qu'il y a des questions qui doivent se poser sur le fait que dans la liste qui comporte tous les endroits qui devront faire l'objet d'un CST, par exemple, il n'y a pas eu de discussion sur les lieux de culte, notamment pour des questions juridiques. Je pense que c'est dommage parce que je crois que là, il y a aussi un travail important à faire. Et le fait que les lieux de culte ne soient pas repris dans les obligations du pass sanitaire, à mon avis, c'est regrettable. Alors on va passer à une nouvelle séquence, toujours en rapport avec le vaccin, car il y a une nouvelle étape de la stratégie vaccinale qui a été franchie contre le Covid-19. Les plus de 65 ans recevront une 3e dose de vaccin ARN messager. Alors comment cette opération va-t-elle s'organiser sur le terrain ? On a tenté de répondre à cette question. La conférence des ministres de la Santé a bien décidé qu'on allait donner un booster de vaccin, une 3e dose donc, pour toutes les personnes de 65 ans et plus déjà vaccinées. Objectif, leur assurer un niveau suffisant de protection par anticorps contre la Covid-19. Le Conseil supérieur de la santé était assez clair sur base des études scientifiques existantes. On va faire un booster avec des vaccins ARN messagers, donc le Pfizer qui est le plus connu, éventuellement le Moderna, et ça, quel que soit le vaccin que vous ayez eu en première et en 2e dose. Donc même pour les personnes qui ont été vaccinées avec un AstraZeneca, comme c'est mon cas par exemple, même si je n'ai pas encore 65 ans, ces personnes-là recevront un booster en Pfizer ou éventuellement en Moderna. D'après les autorités régionales, les 4 grands centres de vaccination encore actuellement accessibles, Pacheco, Woluwe-Saint-Pierre, Molenbeek et Forêt, sont suffisants pour accueillir tout le monde. Toutes les personnes de plus de 65 ans pourront se présenter dans un des 4 centres de vaccination. Ils sont prêts, mais il y a aussi la possibilité de se faire vacciner aussi bien dans un vaccibus, dans une antenne locale de vaccination, mais également chez les médecins traitants qui participent à l'action de vaccination, et aussi faire appel, si maintenant besoin est, à une équipe mobile de vaccination. Les convocations vont être envoyées à partir du 11 octobre de manière échelonnée par tranche d'âge, en commençant par les personnes de plus de 85 ans. Alors Mathieu Ladevez, on a beaucoup critiqué la stratégie vaccinale mise en place par la région, et pas seulement dans l'opposition, certains dans la majorité également. Est-ce que vous partagez ces critiques, vous ? Alors je les partage peut-être maintenant parce qu'on voit que la stratégie, on voit le taux de vaccination à Bruxelles n'est pas bon du tout alors que ça marche en Wallonie et ça marche ailleurs. Donc on peut partager ces critiques maintenant. À l'époque, je pense que personne ne savait comment ça allait se passer ou pouvait se passer. Là, quand je vois dans le reportage des personnes depuis 85 ans qui sont invitées à aller se faire vacciner à Pacheco, je me dis c'est un peu délicat parce qu'il faut peut-être mieux aller chez ces personnes-là ou alors ramener plus de vaccibus ou des choses comme ça plus près des gens. Oui, il y en aura, c'était indiqué dans le sujet. Il n'y en a pas assez, il y en a eu trop tard. Donc il n'y a que ça qui fonctionne, j'ai l'impression, surtout dans les poches de résistance. Je ne parle pas d'Oderghem ou de Huck où ça fonctionne ou Saint-Pierre.
Voilà un peu le constat qu'on peut faire aujourd'hui, en effet. Alors, on a souvent dit qu'effectivement, le maillon local n'avait pas été actionné assez tôt. Ça a été dit, ça a été répété. Vous craignez la même chose pour cette 3e dose, Boris Diliès? Écoutez, moi, j'essaye de faire en sorte de ne pas craindre, mais c'est parfois compliqué. Je pense que, en tout cas, ce qui est certain, c'est que le Vaxibus, c'est utile. C'est dommage, en effet, que ce soit pas arrivé plus tôt, mais on ne va pas pleurer 1000 ans sur le lait renversé. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien. Enfin, nous, chaque fois qu'on l'a fait dans des quartiers différents d'Uccle, parce que, vous savez, pour tout qui connaît Uccle, on a des quartiers avec des sociologies très variées. Et le Vaxibus, à chaque fois, été un succès. Mais on a, depuis le départ, au niveau local aussi, fait un job important de sensibilisation, de communication et d'information. Et donc, le Vaxibus, c'est une des bonnes formules, parce que ça permet vraiment d'amener directement, j'ai envie de dire, le vaccin en bas de chez soi. Mais je crois que la cadence, elle doit être renforcée et que encore une fois, je peux imaginer que c'est compliqué de garder des centres de vaccination partout, tout le temps. Mais d'un autre côté, de nouveau, on navigue un peu à vue parce que, à supposer qu'on nous indique, et ça peut se comprendre à nouveau, qu'il y ait une 3e dose absolument nécessaire pour l'efficacité du vaccin, je pense qu'à ce moment-là, on devra se reposer la question à nouveau du fait de rouvrir des centres de vaccination de proximité. Oui, Salwa Boujour, là-dessus, sur la stratégie en général. Mais du coup, quelle est la stratégie que vous avez adoptée aujourd'hui? Donc on a parlé des stratégies qui ont été réalisées de manière antérieure, mais aujourd'hui, pour cette 3e dose, comment est-ce que vous comptez contacter justement cette population qu'on a mentionnée, qui est plus fragilisée, outre les convocations qui vont être envoyées? Bon, même si c'est vrai que chez vous, le taux de vaccination est très bon, vous l'avez dit, et pour les plus de 65 ans, on est à 80,8% de taux de vaccination en région bruxelloise, même si c'est 95% en fait. Ne commettons pas la même erreur que le gouvernement régional a fait en ne prenant dont pas en Défi compte... fait partie. de ne pas faire... Oui, bien sûr, mais... de ne pas faire une analyse des cibles. Donc, on se rend compte que s'il y a des retards dans la vaccination, c'est parce qu'on a cru qu'on allait pouvoir lancer un discours homogène à toute la population. Or, on aurait dû avoir des actions ciblées. Pour le 3e âge, c'est exactement la même chose. On est passé de 10 centres à 4 centres. C'est un problème. Les personnes âgées ont parfois et souvent des problèmes de mobilité. Je crois que la réponse par rapport à ce public-là, qui a un haut taux de couverture par médecin généraliste, c'est de travailler à partir de médecins généralistes. Vous savez qu'il y a un souci là, les médecins généralistes sont prêts à le faire, mais ils renaclent parce que pour vacciner, ils doivent accomplir 11 procédures différentes. Donc une paperasserie, et donc les médecins généralistes disent dans ces conditions. Donc je crois qu'il faut travailler pour simplifier, pour responsabiliser les médecins généralistes et pour que les médecins généralistes aient des contacts avec leurs patients, puisque cette patientèle-là est très bien couverte par les médecins généralistes. Donc je pense que le gouvernement bruxellois et le ministre Marron seraient bien inspirés à suivre cette voie. N'oublions pas qu'on va ouvrir la 3e dose, mais on a encore 25% de la population qui est en retard par rapport à la Flandre. Ça fait un paquet de gens. Tout ça sur 4 centres. Donc je pense qu'il ferait bien de repenser globalement leur activité de vaccination. Vous avez été ministre très longtemps. Vous pensez que ça déchire la majorité, cette stratégie de vaccination, Didier Gauzoin? Non, déchire pas, parce que d'une manière générale, le discours homogène, il a été ainsi au niveau de tout le pays. Mais il est clair qu'il y a une sociologie particulière à Bruxelles dont on aurait dû tenir compte pour qu'on aille vers des publics qui sont peu mobiles. Les gens de Molenbeek ne se déplacent très peu, et donc il fallait aller à Molenbeek pour créer des centres de vaccination, pour convaincre, pour avoir des leaders locaux pour les inciter, et ça n'a pas été fait. On a cru qu'avec des grandes campagnes à la TV, dans les journaux, ça suffirait. Non, parce que ce public-là ne regarde pas ces médias-là. Mathieu Ladevez, une réflexion encore. Je pense qu'on aurait dû aller à Molenbeek ou dans d'autres communes du même type avant, mais j'ai l'impression qu'on n'y va toujours pas, en fait. Qu'on ne met pas le paquet sur ces communes. Je vois le Vaxibus qui va partout, en effet, mais j'ai l'impression que les communes essaient de faire ce qu'elles peuvent avec leurs moyens. C'est pas évident non plus. Mais la région ne met pas le paquet, justement, sur ses cibles, sur ses poches de résistance, comme elle ne met peut-être pas non plus le paquet sur la jeunesse. On voit ce qui se passe dans les écoles, c'est très très compliqué. À Uccle, il y a une école qui a fermé là pendant 10 jours. C'est hyper compliqué dans les écoles. Pourquoi ? Malgré tout ce que le ministre Marron a dit pendant quand même pas mal de temps, on va vacciner dans les écoles, on
on n'a pas l'impression que ça bouge encore ou qu'il y a des forcings qui sont faits à ce niveau-là. Moi, c'est une question que je me pose vraiment. Mais vous le savez, il y a eu un coup de gueule de la CNE, donc le syndicat du PSE, qui dit attendez, nous, on nous demande de faire en plus de la sensibilisation à la vaccination dans les écoles, on doit faire du tracing, qui était déjà une tâche supplémentaire, et on doit faire notre suivi médical. Tout ça avec le même personnel. Oui. Et donc, dit si la COCOM ne nous donne pas du personnel supplémentaire pour aller dans les écoles, nous, on ne sait humainement pas le faire, ce boulot-là. Ouais. Une question encore, Boris Diliès. On a vu le MR très critique au Parlement régional par la voix de la chef de groupe Alexia Bertrand. Et on vous dit, vous avez la critique facile. Est-ce que vous auriez fait mieux dans une majorité? Mais en tous les cas, je crois qu'il ne faut pas être dans l'opposition pour constater que les choses n'ont pas été bien organisées. C'est un fait. Si les résultats étaient bons, ça se saurait. Et clairement, Bruxelles est le dernier de la classe, loin s'en faut, et pas qu'à l'échelle de la Belgique d'ailleurs, à l'échelle européenne. Or, c'est normal quand même que l'opposition au Parlement bruxellois ne dise pas ce que vous avez fait, finalement, c'était la seule chose à faire, puisque à partir déjà notamment de juin, on a commencé à parler du pass sanitaire. Moi, je me souviens très très bien des propos du ministre-président qui disait on va examiner la faisabilité, de la potentialité, de l'éventualité de. Donc là, désolé, c'est pas faire de l'opposition pour de l'opposition, mais c'est constater vraiment de l'amateurisme, constater l'échec, et donc là, on ne va pas donner des fleurs dans ce cadre-là. Alors, on va passer maintenant à une séquence que vous connaissez peut-être, c'est la séquence « Ça me ravit, ça m'énerve ». On va vous proposer 5 phrases à vous deux et on va vous demander de réagir à l'une d'entre elles. On les découvre tout de suite, ces phrases ou ces propositions. Il y a donc un chèque énergie de 100 € par ménage, c'est une proposition du Parti socialiste, ou alors le prix du diesel à 1,65 €, un record. La fin des jetons dans les caddies, une info que j'ai lue dans l'ADH. Le dernier James Bond enfin au cinéma, ou le premier anniversaire de la Vivaldi. Didier Gauzin, on commence par vous. Qu'est-ce qui vous énerve ou qu'est-ce qui vous ravit? Le chèque énergie de 100 € par ménage, c'est sympathique, mais c'est encore une fois du populisme. Il faut avoir des actions ciblées par rapport à ceux qui vont être impactés au niveau de leur pouvoir d'achat. Donc, ça m'énerve. Le prix du diesel à 1,65 €, ne veut pas dire que ça me ravit, pas dire que ça m'énerve. On le sait depuis un certain temps que nous sous-payons notre énergie. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Tout le monde dit le contraire. On croit que demain, ça en rasera gratis. Non, oui. La transition climatique va nous coûter... Vous choisissez plutôt chèque énergie ou s'il faut choisir une des 5 phrases. Hein, donc, je dois choisir oui, choisissez-en une. Alors je choisis le chèque énergie parce que James Bond... Et donc populiste, alors dites-vous... Oui, parce que écoutez, c'est sympa, évidemment. Mais ça va faire du bien à certains ménages, les ménages les plus faibles. Vous venez d'argumenter ce que je dis pour les ménages les plus faibles. Mais quelqu'un qui a des revenus c'est de l'argent gaspillé, n'est-ce pas? C'est pas comme ça qu'il faut travailler. L'argent est rare actuellement, alors ne le gaspillons pas. Enfin, je veux dire, ça, c'est des propositions pour se faire bien, comme d'autres disent, il faut diminuer le taux de TVA, comme ça. Non, il faut aujourd'hui des mesures ciblées par rapport au public qui connaissent des situations particulières. Et donc, d'après vous, il faudrait accorder ce chèque énergie en fonction des moyens financiers, avec des barèmes ou une méthode de calcul? Mais vous savez, quelqu'un qui a 1 300 € net par mois et qui a une augmentation de 100 €, vous me direz c'est 100 €. Celui qui a 2 500 ou 3 000 € net par mois, c'est toujours 100 €, mais ça pèse autrement. Donc oui, le changement énergétique va pénaliser les populations les plus faibles. C'est le problème des gilets jaunes. Donc il faut le faire, et non pas par des mesures qui sont des mesures qui permettent d'être à la une de l'actualité pendant quelque temps. Alors, Boris Diliès, vous avez eu le temps de les lire, les phrases. Et donc, qu'est-ce que vous avez choisi? M. Gauzin a évoqué, je comprends des sujets vraiment graves et importants. Comment vous dire parler effectivement le prix du diesel à côté de la fin des jetons dans les caddies. La fin des jetons dans les caddies, c'est quand même fort, ça. Ouais. Mais je dirais, je vais prendre quelque chose de léger. Je vais vous parler du dernier James Bond, enfin, au cinéma. Vous l'avez déjà vu, vous avez eu l'occasion de le voir. Mais comme j'adore le cinéma, j'entends bien aller le voir. D'accord. Et donc pour vous, donc ça me ravit. Et pour vous quoi? Parce qu'on a attendu plus d'1 an la sortie de ce film, sûr, et donc vous avez dit que c'était un signe. Le cinéma, enfin, je vous dis, ça fait partie de la culture. Moi, j'y vais aussi souvent possible, et je trouve que James Bond, même si j'avoue que j'ai plus d'affection pour les premiers, ça reste quand même un beau divertissement. Voilà, et je vois que personne n'a parlé du premier anniversaire de la Vivaldi. Quel dommage. Alors je ne sais pas si ça vous ravit ou si ça vous énerve, c'est le fameux conflit
des taxis, puisque les chauffeurs qui travaillent avec des plateformes Uber ou Hitch ont une fois de plus défilé dans les rues de Bruxelles jeudi. Ils sont toujours en attente d'un statut qui leur assurerait une certaine stabilité. Et justement, cette semaine, il y a eu les premiers éléments du futur texte qui entend réglementer leur profession. Ces éléments ont été dévoilés. Alors, il y a beaucoup de choses, mais il prévoit un statut commun pour les taxis et les chauffeurs de limousine, mais avec des droits différents. Il y a aussi le maintien d'un numerus clausus qui va fixer le nombre de véhicules qui sont autorisés à rouler, mais on n'en connaît pas le nombre. Et autant dire que lors de la manifestation, qui a eu lieu jeudi, donc jeudi il y a eu une manifestation, et ils n'étaient pas vraiment ravis d'avoir appris certains éléments du texte, vous allez le voir. On est là, on est là. Une fois de plus, les chauffeurs qui utilisent les plateformes Uber ou Hitch crient leur ras-le-bol. Et les dernières informations sur le projet d'ordonnance en gestation ne fait que l'attiser. S'il prévoit un statut commun pour les taxis et locations de voitures avec chauffeur, les droits qui en découlent, eux, resteraient différents. Une fois le texte voté, par exemple, plus question pour ces derniers d'utiliser les bancs de bus, une mesure imbuvable. C'est encore une fois crier une discrimination entre les deux secteurs, alors qu'on parle d'unifier un secteur, même droit, même obligation pour tout le monde. On veut bien un plan taxi, mais qui englobe tout le monde au maximum. Dans l'immédiat, les chauffeurs de limousine demandent également un moratoire sur les contrôles qui se sont multipliés ces derniers temps. Dès qu'on voit un policier, on a peur qu'il va nous arrêter, qu'il va nous faire descendre. Ou bien quand on voit une voiture de l'agglo qui arrête un collègue à nous, tout le monde a peur s'il va se faire saisir la voiture, s'il va avoir une amende. La question du numerus clausus et la manière dont il sera fixé les inquiète également. Ces revendications, ils sont allés les rappeler en cortège devant le cabinet du ministre-président. Des avancées, le texte en contient, certains le concèdent, mais ils voudraient les connaître dans le détail. Mais la délégation qui a été reçue au cabinet cache mal sa déception à la sortie. Comme d'habitude, ce n'est que des réunions de courtoisie. J'appelle ça des courtoisies, de politesse. Au jour d'aujourd'hui, les contrôles continuent, il n'y a pas d'avancée. Alors le ton et la tension montent. Certains menacent d'occuper les lieux toute la journée. Finalement, ils lèveront le camp peu après 13 h. Mais le secteur prévient, il organisera à l'avenir des actions sans préavis et n'hésitera pas à bloquer la circulation. Alors Mathieu Ladevez, ça fait comme moi, ça fait longtemps que vous travaillez sur le terrain bruxellois. Et comme moi, est-ce que vous vous posez cette même question? Est-ce qu'on va un jour réussir à solutionner ce problème taxi et taxi limousine? Non, c'est un vieux sapin de mer. Et puis depuis qu'Uber est arrivé, ça complique encore les choses. Donc on n'est pas là d'y arriver. Peut-être que le gouvernement Verwoerd va y arriver, même s'il va se prendre des manifs des deux côtés pendant longtemps. Je sais pas, moi je suis vraiment mal à l'aise par rapport à ces pauvres chauffeurs, parce que je pense que ce sont des pauvres chauffeurs victimes d'une forme d'esclavagisme moderne. Ils ont aucun droit social, ces gens-là. Hein. C'est du n'importe quoi. Pas de 13e mois, pas de congé payé, pas de protection sociale, pas d'allocation chômage, ils doivent payer leur bagnole, leur assurance, leur essence, leurs taxes. Donc j'ai du mal à défendre... ces gens-là, je ne comprends pas ce qu'ils font dans la rue. Ils veulent les mêmes droits, les mêmes acquis, les mêmes façons de travailler que des gens qui sont salariés, même si ce n'est pas évident des taximans, qui ont des allocations, qui ont tout ce qu'il faut. Mais en même temps, ils ne revendiquent pas un statut... ça ne va pas, moi je ne comprends pas leur combat, je ne comprends pas. Je suis désolé. Salwa Boujour. Écoutez, déjà, je pense que c'est important de rappeler le droit de manifester. C'est une manifestation qui s'est bien déroulée et il est primordial que les travailleurs et les travailleuses puissent s'exprimer par rapport à leurs conditions de travail. Ça, c'est dit. Ensuite, on l'a entendu, et c'est ce que j'ai pu lire dans la presse aussi, manifestement, il y a des contrôles qui sont réalisés de manière impromptue et ça génère un stress assez important et ça rend difficile l'exercice de leur profession, finalement. Mathieu, vous l'avez dit quand même, ils ont des conditions de travail assez compliquées, donc maintenant, ce qu'ils revendiquent, c'est l'égalité. Alors oui, c'est quelque chose qui est arrivé assez récemment, ce service Uber, et qui a un peu perturbé beaucoup, même, ça fait des années qu'on en parle, le service de taxi, mais il existe maintenant, il existe. Il y a des gens qui ont trouvé du travail avec ce nouveau service et il faut pouvoir contenter leurs demandes. Donc c'est des travailleurs et des travailleuses comme tout le monde, il faut pouvoir leur assurer un minimum de droits sociaux. Ouais. Alors Boris Didiès, on a vu, c'est vrai, le MR remonter contre cette annonce d'un avant-projet d'ordonnance qui réglerait le secteur le jour de la manifestation des chauffeurs
Alors pour le coup, là, c'est vraiment un sujet effectivement qui m'énerve et sur lequel j'ai beaucoup travaillé lorsque j'étais au Parlement bruxellois sous l'ancienne législature. Ça me fait vraiment penser, ce sujet, vous savez, au film Un jour sans fin, avec la journée de la marmotte, avec ce type Bill Murray qui revit la même journée tous les jours. À part qu'ici, c'est effectivement pas drôle du tout. On a actuellement l'ordonnance qui encadre les taxis date de 1995, donc une période où Internet n'existait pas en l'occurrence. Ça fait à peu près 7 ans que Uber est arrivé sur le marché. Ça fait 7 ans qu'on discute de cela au Parlement bruxellois. Il y a des projets d'ordonnance qui ont été déposés, moi-même avec mes collègues sur l'ancienne législature, je l'ai fait. Il y avait eu une avancée de Pascal Smet qui était assez ouverte. Donc sous la précédente législature, lorsque Pascal Smet était en charge. À l'époque, clairement, les socialistes ont tiré le tapis parce qu'il y avait un lobby des taxis qui faisait son job de lobby et rien n'a été fait. Mais quand je dis rien, c'est rien. Et donc, l'ordonnance, elle date de 95 et ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans qu'on babble sur le sujet. Alors, mais si c'est maintenant qu'on applique l'ordonnance et donc en principe ils sont soumis à des contrôles parce qu'on doit réserver longtemps à l'avance son chauffeur, sa limousine avec chauffeur. Je veux voir le verre à moitié plein, si je puis dire, c'est que la bonne nouvelle, ce serait qu'il y ait enfin un cadre, qui mettent de l'ordre et qui équilibrent les choses. Oui, mais est-ce qu'il faut un statut unique pour tous? Par exemple, là, on dit, par exemple, les chauffeurs de limousine ne pourront pas utiliser les bancs de bus. Selon vous, est-ce que c'est normal ou pas que les droits soient différents? La première chose, c'est sur les licences. Aujourd'hui, il y a toujours le même nombre de licences, c'est 1300 licences de taxis sur Bruxelles. Donc, vous en avez, toute proportion gardée par nombre d'habitants, 10 fois plus à Londres, 4 fois plus à Paris. Et donc, là, il y a un vrai problème parce qu'à nouveau, tant qu'on ne fera pas lever ce verrou des licences, des 1300 licences, et qu'on n'y touchera pas, ça ne pourra pas fonctionner. Et donc, pour autant, j'estime que quelqu'un, en effet, qui fait le même job qu'un taximan, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas soumis aux mêmes règles. Et donc, la réalité, c'est qu'il faut qu'il y ait un cadre pour que, justement, chacun puisse travailler et qu'il n'y ait pas de telles disproportions. Aujourd'hui, c'est une foire complète. Personne n'est satisfait. Les taximans ne le sont pas. Les chauffeurs Uber ne le sont pas. Et donc, il n'y a rien, parce que rien n'a été fait. Donc, moi, je veux bien prendre acte du fait que maintenant, il semble qu'il y ait un plan. La seule chose, c'est que de ce que j'ai vu du plan, puisqu'il n'est pas encore connu dans son intégralité, le ministre-président semble vouloir aller un petit peu comme le fait la Flandre, mais il y a une grande différence, c'est que la Flandre a levé complètement le numerus clausus et il y a une liberté totale sur les tarifs. Donc, il y a une libéralisation totale. Est-ce que c'est parfait? Je ne sais pas, ça doit être examiné. Mais ici, nom d'un chien, ça fait 7 ans qu'on en discute, donc qu'on avance et qu'on crée ce cadre. Alors, Didier Gauzoin, vous êtes bourgmestre maintenant, mais vous avez été ministre de 2014 à 2019 dans la précédente législature. Comment ça se fait qu'on n'a pas pu avancer sur ce dossier? Je ne vais pas contredire Boris, effectivement, il y a eu un blocage socialiste parce qu'il y a un lobby et il y a un jeu politique d'une catégorie de gens qui, manifestement, se retrouvent dans le Parti socialiste. Donc c'est un jeu électoraliste, c'est une évidence. Le document, aujourd'hui, est moins bon que celui qui était présenté sous le précédent gouvernement, notamment avec l'aspect des licences. On sait bien que c'est ça le problème. Il y a là un marché en noir qui s'organise et qui, évidemment, profite à une catégorie de gens, pas très grande d'ailleurs, assez curieusement, qui sont défendus par le Parti socialiste. C'est étonnant, mais enfin, prenons acte. Ça, c'est un premier problème qu'il faut savoir lever et à un moment donné, il faudra qu'il y ait 5 minutes. Donc on doit supprimer le numerus clausus. Non, ce n'est pas le numerus clausus, c'est les licences qui permettent des transactions financières souvent en noir, alors que dans le précédent projet de Pascal Smet, c'était attaché non pas au véhicule, mais au chauffeur. C'était le chauffeur qui avait cette licence. Quand c'est le véhicule, ça veut dire qu'un certain nombre de propriétaires peuvent se faire du beurre, comme on dit, avec ces licences. Premier problème, là, il faudrait 5 minutes de courage politique, enfin, au Parti socialiste, depuis quelques années, de se détacher de ce lobby. Et deuxième problème, mais ça, c'est pas la région bruxelloise, c'est le gouvernement fédéral, c'est qu'en Belgique, nous n'avons aucune réglementation concernant les plateformes. Ça vise Uber, ça vise Deliveroo. Il y a là une exploitation de gens souvent précarisés qui travaillent dans des conditions de sécurité et de salaire qui sont inacceptables. En Hollande, Uber vient d'être condamné, il doit faire machine arrière, mais que diable, obligeons ces plateformes à respecter le droit du travail. Oui, c'est prévu par l'ordonnance, d'après ce qu'on a vu. Les sociétés doivent être inscrites en Belgique. Ça ne doit encore rien dire. Ça ne doit encore rien dire. Il faut qu'on donne un véritable statut, qu'on ne fasse pas croire que ces gens sont des indépendants. Ce sont des salariés, des faux indépendants, mais en fait salariés qui travaillent et
qu'on soumet à toutes les heures, à devoir travailler à toutes les heures du jour et de la nuit. Et donc là, il y a aussi un courage par rapport à cette explosion de plateformes numériques qui détruit des relations de travail. Salwa Bougeot. Mais moi, ça me fait sourire parce qu'on a le même phénomène en journalisme. Du coup, je me dis qu'il faudrait refaire la même émission en parlant des faux indépendants qui sont exploités dans la rédaction. C'est pour ça que je souris, en fait. Pourquoi pas Mathieu Ladevez. Non, c'est anecdotique, mais bon, vous parliez du fameux lobby socialiste. C'est clair qu'à chaque fois qu'il y a une manifestation des taxis classiques, il y a Jamel Casement qui est derrière, député socialiste bruxellois. Et là, ce qui est marrant, c'est que dans la vidéo, on voit quand même David Westman en train de motiver un peu les troupes. Moi, j'étais à la manifestation jeudi, ils étaient tous là. Il y avait M. De Bequelard du CDH, il y avait M. Andichy du PTB, il y avait M. Weitzman du MR. Bien sûr, parce que pour l'instant, de ce qu'on a vu du projet, je dis, ça n'est pas bon. Encore une fois, ça n'est pas bon. Et je vous dis, Pascal Smet, et Didier Gauzion l'a très bien rappelé, avait eu du courage sous l'ancienne législature en venant avec un plan qui était équilibré. Mais la réalité, c'est qu'il y a un clientélisme épouvantable, encore plus que d'habitude, de la part des socialistes sur ce dossier. C'est pas plus compliqué. Ceci dit, on renvoie le MR au clientélisme par rapport au lobby des plateformes Uber, etc. Donc c'est ce qu'on a entendu aussi. C'est ce qu'on entend également. Là, on est vraiment on est dans l'outrance, parce que, soyons clairs, ce problème, ce dossier serait réglé depuis longtemps, encore une fois, si les socialistes n'avaient pas tiré le tapis déjà sous la précédente législature, parce qu'il y avait un projet qui était équilibré sur la table. Et il ne s'agissait pas de dire évidemment que Uber était parfait, je suis loin de penser cela, mais justement, aujourd'hui, on est dans la pire des situations parce que rien n'a été fait et donc personne n'est satisfait. Ouais. Alors Mathieu Ladevez, on annonce un texte peut-être voté pour 2022. Vous avez comme moi un peu de mal à y croire, peut-être ? Là, pour l'instant, tous les projets lancés par le gouvernement bruxellois ont du mal à aboutir. Je ne parle pas que de ça, mais donc oui, je pense que ça va être très compliqué. Ouais. Alors on va parler maintenant de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui fête ses 50 ans et qui ne tient pas vraiment la forme. Les caisses sont vides, les défis énormes, et certains responsables politiques appellent à réinventer l'institution. C'est ce qu'on a pu entendre dans certains discours le 27 septembre. 2,5, 3. Anniversaire arrosé pour la Fédération Wallonie-Bruxelles qui offre pour l'occasion une nouvelle tenue au Banneken Pis. La Fédération Wallonie-Bruxelles, autrefois appelée Communauté culturelle de langue française, fête donc ses 50 ans en 2021. Pas question de crise du même âge, même s'il paraît que c'est un de ceux où l'on cherche à se réinventer. Il y aura un débat sur le projet francophone que l'on veut porter encore ensemble, entre Wallons et entre Bruxellois. Moi, je crois beaucoup au lien entre la Wallonie et Bruxelles. C'est indispensable et pour ça, il faudra faire des réformes. Ce modèle belge, il est toujours évolutif et clairement, il y a quand même une possibilité de l'améliorer. Derrière les sourires de circonstance et dans les discours officiels, un constat, l'honorable quinquagénaire est désargenté. Or, les secteurs dont elle a la charge crient tous famine. Par exemple, le financement de notre enseignement dépend du nombre d'élèves, donc l'encadrement suit. Maintenant, il faut voir si tout ça va être tenable à long terme. Il y a certaines choses qui sont non négociables et le refinancement de l'enseignement supérieur en fait partie. Mais la culture, ce sont des fondements de notre société. L'important, c'est de pouvoir soutenir ces politiques-là. C'est ce qu'on essaye de faire. Mais évidemment, le financement fait partie des moyens essentiels pour y arriver. Certains ont d'ailleurs déjà des idées et les exposent à qui veut. Il faut envisager des fusions et des transferts comme les Flamands le font. La communauté flamande et la région flamande existent toujours en entité juridique, mais vous avez un seul parlement, des fusions d'administration. Moi, je crois qu'il n'y a pas de raison que la communauté française reste enfermée comme ça. On le sait, en Belgique, l'institutionnel n'est jamais très loin. Reste à voir ce que les francophones pourraient décider entre eux et ce qui devrait se négocier avec les autres. Alors, cette question de l'avenir de la Fédération Wallonie-Bruxelles, est-ce que ça inspire nos experts ? Dites-moi. Mathieu. Écoutez, moi ça fait, je ne suis pas belge d'origine, ça fait 25 ans que je vis en Belgique, j'ai jamais trop compris à quoi ça servait, ce machin. Je suis vraiment désolé, pour moi ça sert d'entité qui permet peut-être de se battre contre le méchant voisin flamand quand il y a une crise institutionnelle. On se regroupe derrière la francophonie. J'ai un peu été relire les interviews à droite à gauche, j'ai entendu Rudy Demotte dire « Vive le français, vive la Fédération Wallonie-Bruxelles », ce qui vient souvent à Bruxelles, parce qu'en Bruxelles, le français,
Je suis désolé, mais dans les quartiers, à droite, à gauche, à Uccle aussi, on parle anglais plus que français peut-être. À Oderghem, on parle japonais aussi pas mal. À Molenbeek, on parle peut-être pas français non plus. Donc le français. Et donc pour vous, on peut supprimer l'institution, si je vous ai bien compris. Ce que disait M. Desmet était assez intéressant. Garder l'entité juridique peut-être, mais supprimer les deux parlements. Le Parlement de la Fédération de Bruxelles, quand moi je le suis un petit peu, je me dis mais. Oulala, vous vous endormez, c'est ça? C'est compliqué, oui. Donc pour moi, non, je ne comprends pas à quoi sert cette institution. D'autant que je ne comprends pas, je ne vois pas quels sont les liens entre les Wallons et les Bruxellois, en fait. J'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de liens. Voilà un constat sévère, voilà un constat plutôt sévère. On parle de smart move à tous les Wallons qui râlent sur les Bruxellois. Enfin, il n'y a pas vraiment de lien, à part les étudiants Wallons qui viennent étudier à Bruxelles. Voilà. Alors, Salwa Boujour, est-ce que... Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Mathieu Ladevez. Non seulement pour le fait qu'on ne parle pas français dans certaines communes, je pense que tout le monde parle français dans toutes les communes et que oui, des fois, les gens vont plutôt parler dans une langue étrangère ou dans leur langue maternelle. Mais enfin bon, c'est l'une des compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est quand même l'enseignement. Et à l'école, à Bruxelles, on parle en français. En français. Et du coup, je me dis qu'il faut... Je ne suis pas réfractaire au changement, donc je pense qu'il va de toute façon devoir apporter un souffle nouveau, vu les dettes qui sont encourues depuis de nombreuses années, et vraiment depuis longtemps manifestement. Donc à partir du moment où on est en dette de manière permanente, il faut apporter une solution. Après, je me dis que les compétences quand même qui sont sous la coupelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles, elles sont quand même essentielles. Donc on a l'enseignement, la culture, le sport, la jeunesse. On ne peut pas... non, mais la question c'est, est-ce que vous pensez que ça doit rester commun aux Bruxellois et aux Wallons? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire des transferts de compétences? Mais c'est ce que je dis quand je dis que je ne suis pas réfractaire au changement, c'est qu'il doit y avoir un nouveau souffle et donc on peut envisager des nouvelles collaborations. Après, j'ai du mal à me dire qu'on va mettre fin à la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est une institution quand même vieille de 50 ans. Alors Didier Gauzois, on a pu entendre Olivier Minguin encore cette semaine qui tient comme à la prunelle de ses yeux cette Fédération Wallonie-Bruxelles. Et vous, Didier Gauzois? D'abord, rappeler un peu d'histoire, M. Ladevez, ce n'est pas les francophones qui ont demandé les communautés, la création des communautés. Ce sont les néerlandophones. Pour une raison très précise, qu'ainsi, ils ont un pied sur Bruxelles, parce qu'il y a une communauté néerlandophone. Ce qui pose un gros problème à Bruxelles, évidemment. Donc, et ça finance aussi pas mal de politiques, Didier Gauzois. En termes d'enseignement, par exemple. Écoutez, si on considère dans notre société que l'enseignement n'est pas primordial, alors je ne sais pas ce que nous ne faisons plus société. C'est l'enseignement qui fait société. Et c'est l'enseignement qui nous sortira du marasme et des difficultés dans lesquelles on est encore aujourd'hui dans notre enseignement francophone. 24%. Avouez qu'il a bien du mal pour l'instant. Oui, bien entendu, parce qu'il a été mal conçu, il a été mal financé. Et par rapport à ça, qu'est-ce qu'on entend? On dit, on va diviser. On va tout diviser entre une région wallonne qui n'a plus un sou dans ses caisses et la région bruxelloise qui n'a plus un sou dans ses caisses. Chaque fois qu'on a divisé dans ce pays, la 6e réforme de l'État en est une preuve avec les soins de santé, ça a coûté plus cher. Alors, pour résoudre un problème d'absence de moyens, on va augmenter le coût de l'enseignement. Écoutez, c'est absurde. En 2013, je suis venu sur le plateau, regardez vos archives, je défends toujours cette idée, c'est que le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles doit être composée des ministres de Wallonie et des ministres francophones de Bruxelles. Et est-ce qu'il a besoin d'un parlement spécifique ou non, ça représente quand même... Attendez, peut-être que non. Il faut de toute façon toujours un contrôle sur un gouvernement. Attention, on est quand même en démocratie. Mais le véritable problème en Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est le surpoids de l'administration. Quand vous regardez en Finlande, par exemple, il y a une toute petite administration et un enseignement performant. Ici, on a une vision jacobine, centralisatrice de l'enseignement, sans donner les autonomies nécessaires pédagogiques aux écoles. Et je pense que là, il y a des gains à faire, mais on n'ose pas le faire parce qu'il y a aussi des lobbies syndicaux. Donc, moi, je ne veux pas casser, parce que c'est essentiel d'avoir un pilotage commun de l'enseignement, parce que c'est vital dans notre société. Et les Wallons viennent enseigner, viennent apprendre ici à Bruxelles, et les Bruxellois vont en Wallonie. Ne cassons pas ce lien, ou alors là, la Belgique est complètement foutue, et les francophones sont complètement foutus, avec des trous dans leur caisse. Attendez, parce qu'il reste peu de temps, Boris Diliès, sur comment vous la voyez réinventer, cette fédération Wallonie-Bruxelles, parce que Pierre-Yves Giolet, de votre parti, disait on n'a plus d'argent et il faut penser à des économies. Alors oui, il a raison, il faut penser à des économies. Moi, je considère que le lien, en effet, entre Bruxelles et la Wallonie et le lien entre francophones, il est essentiel, il est important, d'autant qu'en effet, on parle de l'enseignement qui est probablement parmi ce qui est le plus important dans la gestion d'une société. Ce qui, selon moi, pose un souci, en réalité, c'est que finalement, on est dans un pays où on a connu effectivement 6 réformes de l'État et qu'on n'a pas
constaté qu'il y avait de la simplification. On a ajouté des couches et des couches et des couches. Si on prend par exemple en 1995, on a scindé la province du Brabant. On a finalement, et je ne dis pas que ce n'était pas nécessaire, mais on a ajouté des couches. Et je crois que c'est surtout ça qui est compliqué et qui coûte d'ailleurs aussi, c'est qu'il y a quand même pléthore d'institutions, et même on pourrait parler du niveau local aussi, donc je l'inclus par rapport au nombre d'élus et par rapport à une administration et un personnel politique qui est vraiment pléthorique, et on ne s'y retrouve pas toujours. Et donc je me demande si ce n'est pas là aussi qu'il y aurait des économies à faire. Et donc gouvernement commun proposé M. Gozouin. Moi je trouve que ce serait normal. Ce serait normal. Ouais. Encore une réflexion, Mathieu, ou on passe aux têtes d'affiche? Juste rebondir sur ce que disait M. Gozouin. On parle d'enseignement, ok, on parle d'enseignement francophone. Je pense que Bruxelles a besoin d'un enseignement multilingue. Sous le précédent gouvernement, vous en parliez déjà, enfin, vous ou votre gouvernement, maintenant aussi. C'est justement le fait d'insister sur l'enseignement francophone, qui peut être très pertinent en Wallonie, mais à Bruxelles, ça porte préjudice à Bruxelles, parce que les élèves ne sont que francophones. Monsieur, vous êtes un grand observateur politique. Est-ce que vous croyez à un moment que la Flandre va renoncer à sa compétence sur Bruxelles? Est-ce que vous y croyez à un moment? Là, on est d'accord. Alors, donc, il y aura toujours un enseignement néerlandophone. Et donc, forcément, s'il y a un enseignement néerlandophone, il y aura un enseignement francophone. Mais bien sûr qu'on apprendra toutes les langues dans cet enseignement francophone. Comme dans l'enseignement. On l'attend depuis longtemps. C'est pas le cas à Bruxelles, je suis désolé, ça ne marche pas à Bruxelles. Mais ça ne marche pas, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne sait pas avoir l'immersion? Parce qu'il n'y a pas d'argent, parce que les statuts sont différents, oui. parce qu'il y a des différences entre les communautés. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Alors si on sait, ça va encore moins bien marcher. Alors très bien, le débat n'est pas clos, mais pour cette émission, en tout cas, on l'arrête ici. On passe aux têtes d'affiche. Là, vous allez voir 4 visages, nos invités, vous allez voir 4 visages et vous allez pouvoir choisir l'un d'entre eux. Allez, on commence, on y va tout de suite. C'est Louis de Funès qui fait l'objet d'une exposition et d'une rétrospective au Cinéma Palace. Il y a Mallory, le candidat top chef qui vient d'ouvrir une friterie au Wolf. Cette jeune fille, c'est Océane Léonard qui a été élue Miss Bruxelles il y a quelques jours. Et puis il y a Francis Danemark, un auteur bruxellois qui vient de nous quitter. Vous pouvez commencer, Boris Diaz, à vous de choisir cette fois-ci. C'est sans hésiter Louis de Funès, sans hésiter, parce que je crois que c'est quelqu'un qui est extrêmement, on parlait de la Fédération Wallonie-Bruxelles tout à l'heure, mais qui est extrêmement fédérateur. De toutes les générations. De toutes les générations. Ouais. C'est tellement de beaux moments, c'est tellement de Madeleine de Proust, et ça continue. Je me suis rendu justement cet été en Provence, parce qu'il y a un musée Louis de Funès, il y a une exposition aussi actuellement à Paris, Louis de Funès. Je n'ai pas vu l'exposition, mais j'ai vu le musée en Provence. Je crois que c'est celle qui vient de Paris. Si je ne me trompe pas, c'est celle qui vient de Paris, donc vous irez la voir. J'irai la voir à Paris, comme j'ai été effectivement visiter le musée qui lui est consacré dans le sud de la France. Enfin, c'est un acteur français formidable. Allez, question, votre film préféré, et puis on passe à Didier Gozouin. Je dirais L'aile ou la cuisse. Ah, ok, d'accord. Didier Gozouin, vous auriez choisi Louis de Funès aussi, ou vous pouvez, écoutez. Eh bien non. Moi, je vais choisir Francis Danemark. D'accord. Parce que je l'ai connu lorsque je commençais mes carrières ministérielles en 89. Georges Désir, qui était ministre, moi j'étais secrétaire d'État. Et puis après, je suis devenu ministre. On a eu la compétence culture et Francis travaillait aux côtés de Georges Désir comme collaborateur du service culture. C'est un homme d'une grande sensibilité, d'une belle écriture. Et donc, voilà, c'est un souvenir ému de quelqu'un avec qui on a travaillé. Allez, il nous reste un peu de temps. Vous auriez choisi qui comme tête d'affiche, vous, Salwa Boujour? Vous me faites plaisir parce que j'avais envie d'en parler justement bien, Louis de Funès. Aussi? Oui, parce que ça me rappelle beaucoup de souvenirs de mon enfance. Mon papa est un très grand fan et du coup, je pense que j'irai aussi voir l'exposition. Et votre film préféré? La soupe aux choux. La soupe aux choux, d'accord. Vous aussi, votre film préféré, alors, de Louis de Funès? Tout comme Monsieur Diaz. Franchement, je trouve celui-là est assez magique. Oui. Bon, Monsieur Gozouin, on ne sait pas encore quel est votre film préféré de Louis de Funès. La Grande Vadrouille. La Grande Vadrouille. Et puis moi, je vais dire Rabbi Jacob. Voilà, et comme ça, on ira tous voir cette exposition. Et donc, c'est Mallory qui n'a été choisi par personne, ainsi ni Océane Léonard, la Miss Bruxelles. Et j'espère qu'ils ne nous en voudront pas. Alors, on va passer au coup de cœur. On va commencer par le vôtre, Salwa Boujour. Vous nous proposez un livre de Rose Lamy, un livre qui va paraître dans quelques semaines aux éditions Jean-Claude Lattès. On va voir la couverture tout de suite et vous allez nous en dire un mot. Oui, voilà. Donc, c'est le premier bouquin de Rose Lamy qui est très active sur les réseaux sociaux et qui
passe son temps à décrypter les discours médiatiques. Et donc ici, elle propose une analyse de discours médiatiques qui va venir décortiquer en fait les discours sexistes qui avancent masqués depuis 2017 maintenant, depuis l'affaire MeToo. Eh bien, le sexisme existe toujours, mais on avance de manière un peu plus insidieuse en fait. Et donc ici, elle a proposé une centaine d'exemples qu'elle est venue analyser pour démontrer qu'il existe toujours et qu'il faut toujours lutter contre. Alors justement, juste une petite question par rapport à ce discours sexiste qui avance masqué. Vous qui êtes une observatrice de ces tendances-là, est-ce que vous pourriez citer un exemple très rapidement pour nos téléspectateurs ? Bien déjà, il faut savoir que c'est un sujet très complexe parce qu'il existe dans les rédactions, mais aussi dans le discours médiatique. Alors justement, un exemple de discours, très rapidement, si vous pouviez nous dire. Il y a des exemples de discours et des exemples d'attitudes, mais par exemple le fait de nous interrompre. J'ai été interrompu pas mal de fois aujourd'hui. Oui, mais j'ai interrompu aussi M. Gauzois et M. Guilliès, ils en sont témoins. Si vous voulez, on peut faire une analyse de l'émission et alors on comptabilise le temps de parole de chacun des intervenants. On peut aller sur ce terrain-là. En principe, les invités ont plus de temps de parole que les experts. Mais bon, je veux bien, si vous voulez, qu'on fasse cette annonce juste après l'émission. Mais du coup, voilà. Et alors, dans la manière de nommer les choses, par exemple, dans le traitement médiatique, on voit encore certaines rédactions qui sont en retard sur des terminologies et qui sont un petit peu réfractaires à utiliser les bons mots, comme par exemple le terme féminicide. C'est très important de nommer les choses de manière correcte. On ne parle pas de drame familial, on parle de féminicide, parce que le genre intervient dans ces rapports de domination-là. Et donc, c'est un bouquin qui paraîtra au mois de novembre, mais qu'on peut déjà précommander. Et c'est plus intéressant pour l'écrivaine parce que ça booste sa présence virtuelle et ça va générer l'intérêt des... C'est Rose Lamy et c'est Défaire le discours sexiste dans les médias. Et c'est aux éditions Jean-Claude Lattès. Votre coup de cœur, Mathieu Ladevez? Ça décortique aussi, mais une affaire d'État, en fait. C'est le scandale de Fortis, écrit par le journaliste de l'Écho, Nicolas Kessei, qui est un journaliste judiciaire à l'Écho, qui nous fait une synthèse chronologique de cette affaire, qui plonge un peu dans les arcanes du pouvoir. C'est quand même une affaire qui a provoqué la démission du Premier ministre de l'époque et du gouvernement, Yves Le Terme, si ma mémoire est bonne. C'est pas rien, on n'en a pas beaucoup parlé. Le point à l'actu, c'est qu'en fait, l'affaire a été prescrite la semaine dernière, je pense. Donc, en gros, personne ne sera condamné de rien, ni de tout. C'est tellement passionnant de découvrir comment fonctionnent un peu les arcanes du pouvoir. Le chef de cabinet qui va tenter de motiver ou d'influer la décision d'un juge ou de quelqu'un, chose comme ça. C'est vraiment passionnant, c'est super intéressant. Je ne l'ai pas fini, mais il sera fini ce soir. Très bien, et donc c'est aux éditions Kennes. Merci en tout cas aux experts et merci messieurs d'avoir été des nôtres aujourd'hui. La semaine prochaine, vous retrouverez Stéphanie Meyer à la présentation de cette émission. Moi, je vous retrouve mardi pour l'émission Autrement. D'ici là, très bon week-end à tous.